Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Je suis directement de Montréal, près du marché Jean Talon, avec vous aujourd'hui pour vous entretenir du sujet suivant. Alors nous allons nous entretenir de la fuite. Pourquoi fuyons-nous? Alors si vous êtes présent, n'hésitez pas de me saluer en direct. Je vais regarder ici. Voilà, les gens commencent à apparaître. J'espère que vous vous portez bien. Là, je n'ai pas une image globale. C'est un peu bizarre ici. Mais bon, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir en ce mercredi. On est quelle date? On est le 7 ou le 6? C'est ça, le 6 décembre, le 6 janvier 2021. Et nous allons nous entretenir de la fuite, la notion de fuite dans quelques instants. Donc, salutations à Annick. Dites-moi un petit bonjour si vous êtes présent. N'hésitez pas de vous manifester. Je vais faire tirer un livre à la fin du live. Donc, dites-moi un bonjour et à la fin, je vous donnerai un numéro pour un tirage. Voilà, je vais faire tirer ici la puissance de l'instant aujourd'hui. Hier, c'est bien sûr Martin. J'ai envoyé le livre ce matin à Martin du Nord. Il a reçu présence. Donc, saluez-moi si vous êtes présent et présente. Et à la fin, on fera un petit tirage pour les gens du Québec, bien sûr. Voilà. Donc, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne ici. Moi, on dirait que je suis un petit peu... on dirait que l'image est un petit peu étroite, mais je vais essayer de m'en sortir. Donc, juste me dire si vous m'entendez bien et si l'image est adéquate. Donc, juste pour vous rappeler que demain, bien sûr, on a une petite rencontre ensemble à 13 heures dans le cadre des rencontres philosophiques de l'OVS. Nous allons nous interroger demain à savoir qu'est-ce qui distingue un fou ou versus un sage. Et on va procéder demain à un exercice comparatif de définition. C'est à 13 heures. Et bien sûr, notre rencontre où je vais faire tirer 2 livres demain soir lors de la rencontre, des rencontres Zoom avec Mathieu Martel, bien sûr. Donc, demain soir, c'est Oser dire oui à l'existence. Allez voir le petit résumé de mon annonce sur ma page Mathieu Martel, philosophe, bien sûr. Donc, demain, on fera tirer aussi 2 livres durant cette rencontre. Cependant, pour la rencontre Zoom, il faut s'inscrire. Et ça se passe à 19 h, heure de Québec. Donc, salutations ici à Michel de Paris, Micheline de Montréal, Annick, Mélanie, Niki, Vanda, Isabelle, Mélanie Boano et Annick, bien sûr. Donc, les amis, tantôt, je vais faire tirer un petit livre, La puissance de l'instant. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous octroyer un numéro à la fin et on va pouvoir procéder à un tirage de manière aléatoire. Ça vous va? Donc, la notion de fuite. Pourquoi fuyons-nous? C'est le sujet du jour. Hein? Pourquoi fuyons-nous? Dans quelle direction fuyons-nous? Qu'empruntons-nous comme mode d'évasion? On va voir la fuite ici comme un moyen de se dérober, de se soustraire à une situation. Quelles sont nos possibilités quand nous empruntons, nous en tant qu'êtres humains, la fuite? Vous savez que nous pouvons soit éviter une situation. Donc, imaginons qu'on se promène dans la rue et qu'on est suivi par quelqu'un ou on se sent menacé, hein, menacé par quelqu'un. On peut vouloir éviter la personne, lutter contre elle, et souvent on va aussi inhiber certaines réactions au niveau corporel, etc., au niveau psychologique face à cette personne. Mais on peut aussi emprunter le chemin de la fuite face à une situation. C'est pas toujours, on n'est pas toujours soumis à des agressions physiques. Ça peut être dans une perspective psychologique. Ça peut être aussi fuir à travers les drogues, les arts, l'imaginaire et même la pensée philosophique. Je ferai référence tantôt à Clément Rosset qui a développé, bien sûr, la notion de double. Hein? Et j'en parlerai dans quelques instants. Rosset dit que notre vie est construite, nous construisons un double
pour fuir le réel qui est trop difficile à supporter, qui est déplaisant, désagréable et qui ne correspond pas à nos désirs. Donc, nous empruntons le chemin du double et nous fuyons dans l'imaginaire et la pensée. Donc, salutations à Christine qui vient de se joindre à nous, Rose-Helena, Vanda, Micheline, Michel de Paris, Annick, Mélanie, Isabelle, Mélanie, Boano et Annick. Donc, à la fin de cette petite rencontre, toujours faite, j'ai décidé ce matin de faire un petit live sur la notion de fuite. Je vais faire tirer un de mes livres, La puissance de l'instant, à la fin du live. Donc, je vais vous octroyer un numéro et je vais vous poster le livre à la personne gagnante à la fin de la rencontre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à émettre des commentaires. Voilà, chers amis. Donc, allons voir chez Clément Rosset et la notion de double. Hein? Donc, Clément Rosset dit que le réel, c'est ce qui nous résiste. Le réel, c'est l'expérience de la résistance, de la frustration de nos désirs. C'est le fait de vivre des situations désagréables, déplaisantes. Et l'être humain, pour Rosset, a de la difficulté à faire face aux différentes expériences en lien avec le réel. Donc, l'humain tolère difficilement l'abandon, comment dire aussi, le deuil, la maladie, la souffrance, l'échec, les difficultés, tout ce qui s'oppose finalement à ses désirs, à sa volonté. Et on va parler aussi tantôt, dans cette perspective-là, de fuite. Je vais faire allusion aussi à André Comte-Sponville, mais je commence maintenant avec Rosset. Et ça me fait surtout penser à une proposition de Nietzsche qui nous disait « Quelle dose de vérité sommes-nous capables de supporter? Hein? Sommes-nous capables, à l'instar de Nietzsche, de dire oui, hein, la fameuse révélation de Nietzsche, de dire oui au destin, de dire oui à ce qui nous arrive? Sommes-nous capables aussi, à l'instar d'Arnaud Desjardins, d'accepter et d'accueillir tout ce qui se manifeste au niveau de nos expériences de la réalité? Hein? Et souvent, lorsque notre moi est fort, peut-être que le choc, plus le moi est fort, plus le choc est brutal. Hein? Plus nous avons des préconceptions face au réel, plus il est difficile de l'accueillir, de l'accepter. Donc, vous rappelez la fameuse position de Nietzsche dans La mort Fati, d'aimer son destin. Nietzsche a eu quand même un destin difficile. Son père meurt en jeune âge. Nietzsche se sent quand même responsable de la mort de son père. Il est élevé par sa mère, par la présence aussi de sa sœur et de sa tante. Nietzsche est entouré de femmes et finalement, à la fin de sa vie, il tente de s'évader ou de s'échapper de ce joug qu'il a toujours trouvé difficile. Et notre Nietzsche dit « Ma théorie de l'éternel retour, hein, ou de l'amour fati, la seule objection qui me pousserait à rejeter cette théorie du retour de... » Nietzsche voit comme la vie comme un retour des événements. Nous sommes toujours face à des événements qui reviennent en boucle. Hein? On est tout le temps confronté ou même testé face à des événements qui ressurgissent, comme le cycle des saisons, comme, voilà, on peut vraiment plus l'associer au cycle des saisons. Donc, Nietzsche voit la vie comme un retour éternel du même. Et il voit aussi la vie comme
une capacité soit de se servir de cet éternel retour-là pour pouvoir transmuter et pratiquer une forme d'alchimie pour se dépasser, se surpasser, mais on est aussi face à ce qu'il appelle l'amour du destin, toutes les difficultés de la vie, les joies, les peines, les moments de grâce qui peuvent aussi ressurgir, mais tout nous pousse à nous dire que faisons-nous face à ces moments qui reviennent, face à cette réalité qui surgit sur différentes formes. Et je vais prendre la métaphore de la musique pour exprimer, pour dire que la vie, elle est musique, et les types de musique sont variés, les types de pièces musicales sont variés, il y a des pièces tragiques, des pièces dansantes, des pièces énergiques, des pièces mélancoliques, etc. Et voilà notre vie. Et nous, que voulons-nous faire face à cette épreuve du réel? Est-ce que nous voulons transmuter et sublimer, transformer alchimiquement les épreuves de la vie, mais d'abord en les acceptant, les accueillant, pour avoir une vie davantage, comme dit Nietzsche, pour augmenter notre niveau de puissance, ou nous voulons résister à la vie, lui en vouloir, crier à l'injustice face à ce qui nous arrive, et nourrir finalement une forme de haine ou de ressentiment face à la vie. On sait que Nietzsche, sa position était très claire. Hein? Il était hors de question de ne pas aimer la vie pour Nietzsche. Sa philosophie est une philosophie dite vitaliste, une philosophie de la grande santé où Nietzsche a voulu, bien sûr, si longtemps malade fut-il, a voulu justement faire de sa vie comme une épreuve où, à l'instar d'une perspective basée sur le fait de, comment dire, relever les défis, relever les obstacles, puis d'être formé par l'adversité. Voilà. Mais revenons à notre Clément Rosset, qui propose une philosophie tragique. Bien sûr, pour lui, le réel est incompréhensible. Il ne sert à rien de le circonscrire avec la raison, la recherche de cause, une harmonie préétablie, un ordre primordial qui serait accessible avec la raison, avec le travail de la philosophie rationnelle et de la science. Et Rosset nous dit le réel, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous résiste. Le réel, c'est tout ce que nous trouvons insupportable en tant que sujet, déplaisant, souffrant. Et nous avons de la difficulté à l'accueillir. Et pour ce, nous allons nous créer un monde imaginaire, un endroit où fuir pour se sentir davantage à l'aise. Donc, notre vie serait presque tout le temps réaction face à une perception de certains phénomènes qu'on appelle l'être, OK? Et à partir de là, pour pouvoir s'en sortir et moins souffrir, nous nous construisons un monde imaginaire. Ça va être soutenu, bien sûr, par Nietzsche, dans l'hypersensibilité des artistes qui vont amalgamer l'esprit dionysiaque et l'esprit apollinien pour pouvoir créer l'œuvre de génie. Donc, les artistes vont se servir de cette difficulté d'expérimenter le réel, des fois trop plat, trop lourd, trop inesthétique, pour pouvoir justement se servir de cette difficulté de vivre ce mal-être pour créer une œuvre cinématographique, musicale, romanesque, poétique. Et c'est bizarre parce que notre cher Clément Rosset, lui qui parle de la fuite, on crée un double pour fuir le réel insupportable, mais Clément Rosset, la plupart de ses références sont faites à partir, paradoxalement, de l'histoire de la littérature. Donc, pour exprimer la fuite du double, il va toujours prendre des histoires dans la littérature. Il parle peu de sa propre vie ou à certains moments, à partir de certains titres de livres. Hein, il a vécu des expériences de dépression, des expériences de coma, de perte de mémoire, etc.
de douleur, etc. Il va s'en servir, oui, à quelques fois, mais il puise vraiment souvent, justement, dans l'œuvre artistique qui est en lien avec l'extension propre au domaine du double. Donc, nos fuites peuvent être aussi à travers, bien sûr, le fait de se raconter des histoires. Nous pouvons fuir à travers les drogues, dans la pratique de sports extrêmes, hein? L'entraînement extrême, pratiquer des ultramarathons. Certains vont fuir dans le travail. Et certains il y aura des thèses différentes. L'addiction peut être un signe que l'individu veut rentrer en connexion avec autrui, hein, veut établir un contact profond, essentiel, il ne le trouve pas, il se réfugie dans les paradis artificiels, ou l'hyper-entraînement, ou la fuite dans le travail, ça peut être ça. Donc un désir de se connecter qui, paradoxalement, va créer une forme qui va un peu geler notre sensibilité. Ça peut être aussi une quête de l'intensité, hein, à travers différentes pratiques. L'oubli de soi à travers le désir de créer une œuvre. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans les petites rencontres de philosophie réflexive. Je vous pose la question, n'hésitez pas à m'écrire et de m'émettre des commentaires. Pourquoi fuyons-nous, selon vous? Et que fuyons-nous? Donc, il y aura deux sujets. Que fuyons-nous dans la vie? Qu'est-ce qui est le plus difficile d'accepter, de vivre, de ressentir? Et avez-vous une raison pour justifier? Donc, que fuyons-nous? Tantôt, j'ai élaboré en disant que la fuite, bon, c'était se dérober, hein, se soustraire à une situation déplaisante, souffrante, désagréable, menaçante. Voilà. Et j'ai expliqué certains mécanismes de fuite, des domaines de la fuite, les arts, la drogue, l'imaginaire, etc. Je vous pose la question, pourquoi fuyons-nous, selon vous? Et que fuyons-nous dans notre vie? Donc, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, à me dire un bonjour pour vous manifester votre présence. À la fin du live, je vais faire tirer mon livre « La puissance de l'instant » et vous allez le recevoir par la poste pour les personnes, bien sûr, au Québec uniquement. Alors, n'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires. J'en profite pour vous saluer. Goetta, Christine, Rose-Hélène, Vanda, qui est avec nous, Michel de Paris, Micheline, Annick, Mélanie, Niki, Isabelle, Mélanie et Annick. Merci d'être présents à ce petit live impromptu. Simplement pour vous rappeler qu'on a deux rencontres demain, une à 13h et une sur Zoom, hein, qui est plus intimiste, où il faut s'inscrire. Je ferai tirer 2 livres demain à cette rencontre à 19h. Oser dire oui à l'existence. Voilà. Donc, Rosset nous parle, salutations à Anne-Marie, salutations à Marguerite aussi qui est présente, vous serez aussi inscrite pour le tirage. Rosset parle du mythe, du fameux mythe utilisé par Freud, hein, bien sûr. Parle d'un mythe où, justement, l'acteur du mythe tente de fuir, d'échapper à son destin. Hein? On parle bien sûr du roi Laios en rapport avec Oedipe. J'espère que c'est bien ça. Le roi qui rêve, hein, dans un songe, rêve que sa femme va commettre l'adultère avec son fils et qu'il sera tué par son fils. Alors, étant en contact, prenant au sérieux son rêve, qui est peut-être un rêve prophétique, Laios, bien sûr, s'interdit de vivre l'acte sexuel avec sa femme, Jocaste, et malgré tout, il se fait déjouer par son destin, sa femme décidant de s'accoupler avec pendant qu'il est ivre durant une fête. Donc, il voulait échapper à son destin. Bon, bien sûr qu'il croyait à ses rêves, etc.
il fait tout pour ne pas, pour contrecarrer son destin qui a été révélé à lui en rêve. Et ce qu'il va faire, donc premièrement, il se fait déjouer par le destin parce que sa femme tombe enceinte. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son enfant sur le bord de la route, l'abandonner. Mais plus tard, il croisera son fils, dont il ignore sur un chemin, il ignore que c'est son fils le tue, et bien sûr, va s'accoupler, va coucher avec sa mère, et finalement, Oedipe finit par se crever les yeux, sachant qu'il a commis l'acte interdit par excellence, l'inceste. Voilà. Donc, Rosset dit que même en voulant échapper au réel, à notre destin, plus nous tâchons d'y échapper, plus le réel ou le destin nous court après et ne nous lâche pas. Donc ça, c'est un des exemples. Il donne un autre exemple dans son livre, Le réel et son double. Le réel et son double, il s'agit d'un homme qui rentre à voir sa copine. Hein, il va la voir dans un appartement. Et là, il se rend compte qu'il y a des pantalons sur une chaise, des souliers à terre. Et là, il se rend compte que peut-être que sa femme a eu une aventure avec quelqu'un d'autre. Et là, il déclare à sa femme, il y a quelqu'un dans l'appartement. Non, 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 tu m'as trompé, pas du tout, etc. Et là, il y a un homme qui sort du garde-robe. Et l'homme en question dit, voilà, il y a quelqu'un. Puis là, sa femme lui dit, non, 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 c'est simplement un être humain qui passait par là, etc. Il n'y a pas d'adultère, il ne s'est rien passé. Et l'homme sort. Et après, l'homme se convainc lui-même que finalement, il ne s'est rien passé. Il croit sa femme sur parole. Donc, il refuse le fait de se sentir ou d'accepter le fait qu'il a été cocufié, que sa femme a été infidèle envers lui. Et il adhère à cette explication-là. Souvent, nous construisons aussi des explications pour accepter le réel. Je vais revenir à vos commentaires dans quelques instants. Je vais juste poursuivre sur mon explication. Donc, je vous pose, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais commenter bientôt. Que fuyons-nous dans notre vie? Et pourquoi fuyons-nous certains phénomènes? Ça va, je vais continuer avec mon explication. Je fais mon possible concernant les détails. Vous savez que mon approche est faite de manière ressentie, à partir du laisser-être, l'enthousiasme et l'improvisation. Alors, je reviens à mon point avec Rosset. Donc, on peut fuir une situation en tentant de rationaliser sur celle-ci. Hein? Et souvent, au lieu de nous comprendre nous-mêmes, de revenir à notre propre ressenti face à une situation, de se demander, est-ce que je veux vivre cette situation-là? Est-ce que je suis bien dans cette situation-là? Est-ce que cette situation-là est acceptable? Souvent, ce que nous faisons, hein, nous fuyons dans la rationalisation pour essayer d'expliquer le comportement de l'autre individu. Ah bien oui, elle a fait telle chose pour telle raison, étant donné son éducation, étant donné son vécu, voilà, puis là, on rend la situation acceptable et on se détourne parce que c'est peut-être trop souffrant, hein, parce qu'on ne veut pas vivre le manque d'amour, l'absence d'amour, le rejet, l'abandon. On refuse peut-être de ressentir, d'éprouver, d'observer la situation de manière objective, hein? Et là, on fuit dans des formes explicatives de rationalisation. Hein? Une amie, je vous donne une autre anecdote intéressante. Une amie, était partie en Californie rejoindre un jeune homme. Elle était amoureuse de lui, et quand ils se voyaient, lui il répondait « je t'aime bien », elle lui disait « je t'aime », lui c'était « je t'aime bien ». Et elle arrivait difficilement à établir le contact avec lui par téléphone, de prévoir des rendez-vous téléphoniques.
Il ne disait pas « je vais te rappeler dans une journée, 3 journées, 10 journées ». La communication était totalement non précise, voilà. Et finalement, si on apprend à observer les faits et non pas simplement constater le comportement et non pas simplement, bien sûr, on est dans l'affect, dans nos émotions, mais de s'accrocher à l'espoir, je vais en parler avec Sponville qui est aussi une fuite, si on est toujours dans le fait de s'accrocher à un espoir, s'accrocher à ce que l'on ressent, on a de la misère à voir vraiment ce qui se passe. Donc, j'avais dit à cet ami, ben, le jeune homme en question ne semble pas vouloir te donner une date pour te recontacter. Il est en Californie, elle est au Québec. Il ne semble pas, t'écrire, maintenir la communication, te donner des repères, te rassurer ou quoi que ce soit. Toi, tu éprouves de l'amour pour lui, mais dans les faits, la communication est tout à fait non fonctionnelle, non harmonieuse. Il n'y a pas de lien de communication. Et comble de malheur, le jeune homme de rajouter qu'il veut la marier, mais il est incapable de donner des rendez-vous, d'être clair dans sa communication, etc. Donc, souvent, on n'accepte pas les manifestations de certains individus, comment ils se comportent. Il faut observer comment les individus se comportent, ce qu'ils disent, leurs gestes. Est-ce qu'il y a une cohérence entre gestes et paroles? Sinon, on va se construire, on va partir, comme disait Rosset, un double, et on va partir on va se créer une histoire pour se réconforter. Donc, la philosophie, c'est aussi l'acceptation de la perte des illusions. La fuite dans le double, c'est la construction des illusions. Mais certes, le créateur et l'artiste peuvent puiser à même leurs souffrances, leurs difficultés pour subsumer et sublimer dans la construction artistique, qui est une forme de catharsis, de purification ou d'expression des énergies apolliniennes et dionysiaques. Et ça peut donner des œuvres géniales. Voilà, les amis. Donc, il y a comme un paradoxe. Moi, Rosset qui nous dit qu'on est simplement dans la fuite. Lui, paradoxalement, il puise juste à l'intérieur des œuvres d'art pour écrire ses livres, souvent. Mais il y a aussi il y a des vertus à la pratique des arts qui est de transcender ou de sublimer les souffrances, les douleurs, les difficultés, les questionnements en créativité et justement de canaliser ces énergies-là pour qu'on puisse finalement produire une œuvre, être poète. Hein? Le poésie, c'est la création d'une œuvre. Je vais revenir, les amis, dans quelques instants avec Sponville et ces d'autres types de fuites qu'on peut pratiquer. Je vais vous donner des exemples avec Rosset. J'espère que j'ai été assez clair avec mes exemples. Alors, aujourd'hui, on se pose la question, je vais lire tout de suite vos commentaires. Pourquoi fuyons-nous? Que fuyons-nous dans la vie? Petite perspective philosophique, bien sûr. Et à la fin du live, je fais tirer la puissance de l'instant. Je vais vous octroyer un numéro et on fera un petit tirage aléatoire comme hier. Vous m'écrivez après pour recevoir ce livre. Si vous êtes pigé, on va dire qui est la personne gagnante à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. OK, je vais avec les commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires. OK, on y va ici. Marguerite nous dit « Nous fuyons l'effort. » Très intéressant. Hein? Nous redoutons ce qui fait mal. Hein? Faire un effort, commencer, nous dit Pythagore, c'est la moitié du tout. Comme disait Nisargadatta aussi, commencer et le reste suivra en chemin. Mais le plus difficile, les amis, c'est de commencer. C'est souffrant, sortir de notre état d'inertie. Et vivre, c'est d'aller au-delà de l'état de l'inertie de notre être, souvent. Mais quelquefois, s'abandonner dans la paresse et la farnienne, ça peut nous donner des idées et
un moteur, hein, on peut rêvasser, on peut réfléchir et ça peut nous donner un moteur à l'action. Donc peut-être des fois ne pas résister ou de simplement s'avouer, je n'ai pas envie de faire d'efforts, je n'ai pas le goût, ce n'est pas le temps. Mais toute chose, c'est bien sûr que lorsque nous démarrons une création à partir de la spontanéité, l'enthousiasme, la passion, c'est plus facile après. L'énergie vient d'une manière, elle est comme avec nous, on est comme dans un état de flow. C'est plus facile que de se forcer, d'aller à contre-courant, mais toute chose est difficile à entamer, bien sûr. Après 20 minutes, on est toujours plus à l'aise, réchauffé. Donc, merci Marguerite pour ton commentaire. Isabelle dit que des fois, on peut fuir par ailleurs, bon, par peur, bien sûr, d'une situation, mais aussi pour combler le vide, combler notre état. Ça nous ramène à Pascal et les fameux divertissements. On est incapable de se supporter, de s'endurer, et on fuit dans toutes sortes de divertissements qui n'ont pas peut-être pas vraiment de sens profond pour nous. On veut simplement se changer les idées ou se divertir, c'est-à-dire sortir du chemin, hein, de la vie quotidienne qui nous paraît quelquefois absurde, pesante, lourde. Nous voulons nous évader de cette vie que nous n'aimons pas quelquefois, hein, ou de l'emploi que nous n'aimons pas pratiquer. C'est sûr que si on est éloigné d'une pratique de vie qui est distante de l'amour, de la pratique du bonheur en acte, il se peut, comment dire, qu'on veuille fuir dans les divertissements. Pascal en fait mention dans les pensées, bien sûr. Hein? Notre vie est misérable, etc. Nous n'endurons pas le fait d'être assis seul avec soi-même et nous fuyons dans le divertissement, merci, pour combler le vide aussi. Anne-Marie dit que l'impression que toute sa vie a été une fuite. Mais j'aimerais savoir une fuite de quoi, Anne-Marie? Hein? Est-ce que tu serais un peu théâtrale avec nous aujourd'hui? Hein? Dans ta position radicale, toute ta vie est une fuite, mais de quoi? Hein? J'aimerais savoir que fuis-tu? Donc, on parle de fuir nos peurs, peur d'affronter quoi? De dire ce qu'on pense à un ami, de dire ce qu'on pense à l'être aimé, et tout ça, ça cache la peur du rejet, de l'abandon, du manque d'amour. Est-ce que c'est ça? Ah, Michel dit que nous fuyons le temps qui passe, c'est parce que toute la vie, au final, ça va mal finir. Et comme Rosset était chanceux de mourir dans son sommeil, hein? Rosset est mort en 2018 à l'âge de 80 ans, presque 80 ans. Il est mort dans son sommeil. Une mort peut-être, peut-être qu'il avait joué du piano le soir, fait une lecture, écrit quelques pensées, bu un verre de vin. Bien sûr, Rosset dit nous n'échappons pas à la mort, mais voilà, c'est peut-être cette peur, hein, cette angoisse que nous sommes, comme dit Heidegger, que nous sommes des êtres pour la mort ou des êtres amenés à disparaître. Isou dit que nous voulons prendre une pause du réel qui est accablant, bien sûr, qui est souffrant, qui est difficile, où on a besoin de fuir. Moi, je suis pour la fuite consciente, mais l'évasion, on peut écouter de la musique, une œuvre cinématographique grandiose, fuir dans la nostalgie, se remémorer des souvenirs intéressants, rêvasser, se projeter dans un rêve, hein, qu'on va un jour quitter le Québec et que ça va aller mieux. Ça se pourrait aussi. Hein, on ne sait pas ce qui va arriver, on va être toujours face au réel en chemin, même. Souvent, j'ai un ami qui avait sa copine est allée en Inde et elle a eu un choc, hein, en Inde quand elle est arrivée. Elle pensait que c'était le pays de la grande spiritualité. Et là, ça sentait les poubelles dans la rue, c'était le gros le chaos, etc. Elle s'est mise à pleurer dans l'ashram. Elle avait vu l'Inde comme un paradis perdu. Et voilà, elle était en choc de la réalité lorsqu'elle est arrivée là-bas en Inde.
Oui, souvent, au lieu d'accueillir les émotions, d'accueillir ce qui nous traverse, puis qui est rempli de vie, hein, qui va libérer l'énergie, hein, nous voulons fuir la peine, le deuil, la souffrance. Mais quand nous disons oui à cela, ça réveille une tristesse, mais ça réveille en même temps la vie qui veut circuler en nous. Des fois, on veut fuir pour se sauver. Cette fois-là, où il y avait trois garçons qui étaient sur le... Je marchais sur une des rues du plateau entre Marianne et Mont-Royal. Je vois trois hommes marcher. Mon intuition me dit change de côté. Je ne change pas de côté de la rue. Et il y était trois gars assez costauds qui voulaient me défier, me provoquer, qui voulaient se battre, etc. Donc, ma pratique a été un peu l'évitement de ne pas répondre aux paroles parce que, bien sûr, quand les gens cherchent la pagaille, la bagarre, ils ne cherchent qu'une réaction pour alimenter leur feu, exploser. Moi, je n'avais pas répondu, j'avais pratiqué la fuite à l'anglaise et le silence. Et là, il n'y avait pas eu de bataille ni d'altercation. Voilà, on peut fuir la menace. Micheline nous dit que nous fuyons souvent, oui, aussi, est très intéressant comme propos. Hein. Nous ne voulons pas agir et prendre des décisions, donc nous laissons aller les choses. Hein. On pense que les situations peuvent se régler en laissant tout aller, mais des fois, on a un comportement, comment dire, un comportement où on laisse tout aller au destin, les choses se régleront d'elles-mêmes, etc. On ne s'engage pas, on ne prend pas le taureau par les cornes. Des fois, c'est bien de laisser aller les situations, mais si on vit toujours dans cette perspective de ne pas commencer l'action, de ne pas agir, de ne pas prendre de décision, ben, on va peut-être finir par accumuler les situations problématiques et ça va devenir de plus en plus difficile d'agir, de choisir. Oui, des fois, on fuit la confrontation. Hein? On ne veut pas dire à l'autre ce que l'on pense. Pour toutes sortes de raisons, enfouies en nous, bien sûr. Fuir notre ombre, etc. Voilà. Donc, Mélanie nous dit, nous pouvons confronter notre réalité en choisissant de fuir, de mettre derrière nous ce que nous n'aimons pas. Donc, ici, il s'agit peut-être d'une décision de prendre position, de s'éloigner de ce que nous n'aimons pas. Si on conscientise, puis on fait ça avec la lumière de la conscience, peut-être que ce n'est pas une fuite. Hein, c'est décider de pratiquer le discernement. Merci les amis pour vos commentaires. Il y en a plusieurs, je ne peux pas lire tous les commentaires ici. Bon, je reviens avec Anne-Marie qui me disait non, elle fuyait la souffrance. Peut-être que oui, des fois on a peur. Hein? À la fois, on peut avoir peur d'aimer, peur de s'engager, etc. Mais on peut avoir peur de la souffrance. Mais la souffrance, comme les plaisirs, vont réveiller la vie en nous. On n'est pas obligé de rester dans une situation pour subir de la violence psychologique, comment dire, de la violence verbale. Il est bien de se sortir de situations difficiles, mais aussi il est problématique de tout le temps être masochiste et de rester, de s'enfoncer dans une situation où il n'y a que souffrance. Hein? Pourquoi la souffrance demeure-t-elle en nous? Peut-être de cette fois-ci, il serait bien de l'éviter, de prendre un petit peu d'air pour respirer et de se dire, oui, je décide de sortir comme ça de ce que je connais beaucoup, hein, un monde de souffrance. Mais est-ce que c'est une très bonne question? Hein? Faut-il fuir la souffrance? On pourra faire un live là-dessus ou l'accueillir. Est-ce qu'elle est gérable? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il faut totalement éliminer la souffrance de notre vie? Voilà. Merci les amis pour vos commentaires. Donc, on va maintenant procéder. Ah oui, j'avais oublié de parler des fuites je vais y aller avec les fuites voyons,
les fuites de Sponville. Sponville nous parle, bon, on peut fuir dans le divertissement, on peut fuir aussi, comme exemple, on peut fuir d'espérance en espérance. Hein? Bon, on peut espérer trouver la bonne personne pour nous, puis rencontrer beaucoup de personnes, puis se rendre compte que finalement, on ne fait que fuir d'un désir vers un autre, puis on n'est jamais satisfait, puis on est pris dans une perpétuelle quête de la situation idéale. Ça peut être l'être humain idéal pour nous, ça peut être l'emploi idéal pour nous, ça peut être l'appartement idéal pour nous. Et on n'est jamais satisfait, jamais content, donc on peut toujours être dans une fuite perpétuelle aussi, dans la consommation au niveau des livres, de l'exploration culinaire. Voilà. Et Sponville nous parle de la grosse fuite, hein, de l'espérance, le saut dans l'absolu, d'être délivré, de s'unir, d'être délivré par Dieu, d'attendre que d'être sauvé par un principe transcendant. Et ça peut être aussi une fuite que notre vie va aller mieux, mais une fois que nous serons morts et que nous aurons accédé au paradis, au lieu de faire face à la vie, de la goûter ici maintenant, on peut aussi nourrir cet espoir, cette espèce de fuite du saut dans l'absolu, dont parle Sponville dans Le bonheur désespérément, qui sont des mécanismes toujours attachés au principe de philosophie du désir comme manque. Hein? Et je vous rappelle la fameuse phrase de Schopenhauer pour illustrer le désir comme manque, lorsqu'il dit « Notre vie oscille de droite à gauche, entre souffrance et ennui. » Bien sûr, quand notre désir est satisfait, c'est une joie, c'est un plaisir. Lorsque notre désir est frustré, contrecarré, jamais satisfait, qu'on est toujours dans l'attente d'un sauveur extérieur, attendre qu'une situation va régler notre malaise. Bien là, on est dans le mode de l'espoir, c'est-à-dire d'un désir dont on ne sait pas quand il sera satisfait, d'un désir non plus face auquel on n'a pas de capacité, de puissance, et par ailleurs, qui nous place dans un mode d'incertitude. Et Spinoza, bien sûr, de condamner cette espèce d'opposition entre la peur et l'espoir, qui sont totalement irrationnels. Hein, certains vont pratiquer des rituels de superstition parce qu'ils ont peur de perdre la partie. Hein, au poker, ils vont adopter un certain look, placer leurs cartes d'une certaine manière, au hockey dans le sport, parce qu'ils se disent qu'en pratiquant certains rituels qui vont donner confiance, qui vont rassurer bien sûr aussi, vont pratiquer certains rituels superstitieux pour se réconforter, mais aussi pensant influencer le cours des événements. Et Spinoza, dans le traité théologico-politique, chapitre 20, le dit bien, si nous usons de superstition, c'est parce que les moyens naturels ou les pratiques liées à des causes naturelles, à des lois naturelles, ne fonctionnent pas. Et souvent, nous nous accrochons, bien sûr, surtout aujourd'hui, en nous disant, bon, comment on vit beaucoup de peur, et là, on va s'accrocher à de l'espoir pour pouvoir faire, pour nous rasséréner, pour être plus serein et faire diminuer ces peurs-là. Alors que peut-être il fallait justement prendre le taureau par les cornes, vouloir agir et vouloir comprendre, vouloir conscientiser ce qui nous arrive, vouloir réfléchir sur la situation au lieu d'espérer être sauvé par une potion magique, un Dieu transcendant, un gourou qui va venir nous rassurer face à une situation en nous proposant une recette, une solution, quelques rituels à faire, un mantra à réciter, etc. Alors qu'il suffit d'exercer sa conscience, de conscientiser, de réfléchir sur une situation et de se demander si cette situation-là
elle est bonne pour moi profondément? Est-ce que je veux rester là? Puis de me faire de pratiquer l'explication, de réfléchir sur certains phénomènes pour voir où se situe-t-on face à ces phénomènes-là. Donc, voilà une dernière fuite. Hein, on parle de superstition, d'attente d'être sauvé par des remèdes miracles, etc. Finalement, quelquefois, nous avons peut-être juste peur de la situation, peur de perdre le contrôle, peur de la mort, et nous attendons un sauveur, une situation miracle. Donc, Spinoza en parle dans le chapitre 20 du traité théologico-politique. Il faut sortir de ce mécanisme de peur qui va de peur à espoir, où il n'y a absolument aucune pratique de la compréhension. Nous sommes totalement impuissants lorsque nous faisons qu'osciller entre l'espoir et la peur. Donc, il faut revenir à notre capacité de réfléchir et d'agir et de prendre des décisions. Voilà, les amis. Donc, je termine là-dessus avec, bien sûr, je parlais de Sponville. On peut fuir dans la superstition, le divertissement, le saut dans l'absolu. Et j'ai aussi fait référence à Spinoza, qui est dans la fuite aussi, qui parle de fuite dans les superstitions et de certains discours. À son époque, il parlait de discours des théologiens qui nourrissent la peur et l'espoir. Hein, comme s'il fallait être sauvé par quoi que ce soit. Les amis, sur ce, je vais vous octroyer un numéro pour le tirage de mon livre. Nous en sommes rendus là. Alors, Annick aura le numéro 1. Mélanie B aura le numéro 2. Isabelle, numéro 3. Vanda, numéro 4. Niki, numéro 5. Mélanie, numéro 6. Micheline, numéro 7. Rose-Helena, numéro 8. Christine, numéro 9. Marguerite, numéro 10. Anne-Marie, numéro 11. Dominique, numéro 12. Dominique. Isou, numéro 13. Nico, numéro 14. Et voilà, je pense que j'ai nommé, voilà, tout le monde. Voilà, donc, de tirage entre le chiffre 1 à 14, je vais vous révéler le gagnant dans quelques instants. Et vous m'enverrez votre adresse et vous allez recevoir votre livre par la poste si vous restez au Québec, bien sûr. Donc, je tire le numéro 1 à 14. Voilà. Et le gagnant ou la gagnante, ça sera le numéro 12. Je vais demander à ma vérificatrice qui est le numéro 12. Dominique Poirier a été tiré pour gagner le prix, donc gagnante de mon livre. Dominique Poirier, tu m'enverras ton adresse, Dominique. Voilà, pour le livre « La puissance de l'instant ». Les amis, je vous remercie d'avoir été présents. Vous savez que cette rencontre a été faite sous le mode de l'inspiration, du moment, de l'enthousiasme, du laisser-être, toujours sous un mode jazzé, hein, sans filet, sans attache, bien sûr. Et, Nico veut sa copie en espagnol, mais là, on trouvera un traducteur officiel, Nico, puis ça sera traduit. Hein? La puissance de l'instant en espagnol. Fais juste me dire, ce serait quoi le titre? La puissance de l'instant en espagnol, ça serait intéressant. Sur ça, les amis, je vais rester encore un petit peu avec vous, simplement pour vous remercier d'avoir été là. On se revoit demain à 13h, bien sûr. À 19h pour notre Zoom interactif, plus intimiste, où je fais tirer 2 livres encore demain. Merci pour cette super belle rencontre du mercredi 6 janvier 2021. On est rendu à quelques rencontres. Je demanderai à Dominique de m'envoyer un petit courriel avec son adresse pour recevoir son livre « La puissance de l'instant ». Et on lui souhaite à Dominique, bien sûr, peut-être un bel envol
vers l'Ouest canadien un jour dans ses rêves. Voilà, et que son rêve se réalise. Salutations à toutes, tous et à toutes. Et Nico nous dit que le titre La puissance de l'instant en espagnol serait La potencia del instante. Merci pour cette belle traduction. Merci à Nico du plateau d'avoir été là. Salutations à tous et à toutes. Merci, à bientôt. On se revoit demain à 13h et jeudi soir, toujours demain, à 19h. Bye bye tout le monde. Merci, à bientôt.